Bonjour à tous, chers membres de ma communauté web dans la francophonie mondiale, alors au Québec et en Europe. Aujourd'hui, je reçois Marie-Claire Belleau, qui est une connaissance de longue date, hein. Ça fait depuis 2000 qu'on se connaît. Eh oui. Alors, ça va bien, Marie-Claire? Ça va super bien, merci Céline. Et Ça toi? va? Ah oui, ben oui, ben oui. Écoute, on continue, là. C'est un peu froid, mais bon, on va s'y faire. C'est le Québec, hein, c'est ça. C'est ça. Alors, ben, c'est vrai que là, on dit ça, mais on est au mois de novembre. Parce que Oui. des gens pourraient regarder cette entrevue-là dans plusieurs temps, mais bon, bref. Je vais vous présenter Marie-Claire officiellement. Elle est professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval. Elle enseigne également dans des programmes de deuxième cycle en Europe. Elle détient un doctorat, une maîtrise de Harvard Law School et un DAA de l'Université Paris 2. Et en 2010, elle s'est décerné le titre d'avocate émérite du barreau du Québec et elle est élue membre de la Société royale du Canada en 2015. As-tu la petite épinglette? J'ai toutes les petites épinglettes, mais je les porte jamais. Je les ai C'est bon. en quelque part. Ah, c'est ça. Elle enseigne en droit privé comparé ainsi que les ateliers de clinique sur les modes de prévention et de règlement des différends. Elle s'intéresse à la justice participative et réparatrice qui favorise l'implication des protagonistes dans la résolution des conflits. Et là où on s'est connus, où nos chemins se sont croisés, c'était en 2001, au centre de médiation Iris. Alors, Marie-Claire avait commencé à faire de la médiation familiale et moi aussi. On était en même temps à ce moment-là. On était associés pendant presque 15 ans, hein, au centre de médiation Iris, ouais. Puis, la médiation familiale, on était d'accord avec ça. C'est comme une de nos plus belles expériences, ou en tout cas, c'est une médiation extrêmement, un type de médiation extrêmement formatif, où on apprend beaucoup. Hein, c'est quelque chose. Et puis, mais tu t'es pas arrêté là. Comme tout comme moi, on a continué d'avancer. Tu es aux petites créances, donc tu fais de la Oui. médiation aux petites créances. Tu en fais aussi en matière civile et commerciale. En tout cas, tu es accrédité. Tu en as fait des dossiers d'harcèlement psychologique. Tu es aussi facilitatrice et arbitre au Centre de règlement des différends sportifs du Canada. Mhm. Ça m'intéresse. Un jour, on se trouvera du temps pour en parler. Et tu es aussi arbitre au Barreau du Québec, l'Institut d'arbitrage et de médiation. Tu t'es fait accréditer par Equijustice pour intervenir dans la justice réparatrice ou restaurative, comme on appelle plus ça restaurative hein, en Europe, là, En Europe, dans oui. les dossiers ouais, c'est ça, de harcèlement, abus, crimes sexuels. Ce qui fait de toi une praticienne et non pas seulement une théoricienne. Puis ça, c'est important. Je pense, je me souviens quand j'étais étudiante en droit, on m'a dit, ah, lui, il pratique. On voyait la différence, hein. Mm. Et Ben, ça, ouais, ouais. Donc, ce que je dirais, c'est que tu sais, je fais tout, je pratique dans ces domaines-là, mais à des fins de recherche hein, et de formation, de publication, c'est-à-dire que tous mes contrats contiennent une clause me permettant, tout en respectant l'anonymat, puis en dénominalisant les dossiers, de les utiliser à des fins de recherche et d'enseignement pour marier, justement, pour relier, pour jumeler la recherche, puis la théorie, puis la pratique. Je veux pas juste être une théoricienne, je veux pas juste être une praticienne, je veux faire les deux. c'est ça. Puis Puis comme quand prof, tu je lis, trouve que c'est ça qui est important. c'est ça. Mais quand tu lis de la théorie, tu as des images. Tu es capable d'avoir des images. OK, Ouais. là, tu vois les gens, OK, on arrive, comment on fait ça? Ou comme médiatrice, tu peux dire, ouais, mais là, ça, c'est ça qui est intéressant parce que quand on a pratiqué cette expérience pratique-là, ça ne s'acquiert pas dans les livres. Puis elle nous permet d'être critique peut-être parfois par rapport à des belles théories, mais Mm. bref. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça, tu agis comme conseillère stratégique en matière de prévention de règlement des différends auprès du sous-ministre responsable de l'accès à la justice du gouvernement du Québec. Alors, c'est le ministère de la Justice, ni plus ni moins. C'est vraiment intéressant. Et pour eux, tu as fait plusieurs rapports et recherches pour ce ministère de la Justice. Mm. Je pense que même tu avais passé un an à travailler. Oui, Un- j'étais en prêt de service, c'est peut-être là que j'étais en prêt de service en 2009-2010. En fait, j'avais demandé de travailler auprès du sous-ministre à l'époque qui était Michel Bouchard. ouais. Aujourd'hui, on a une autre, c'est une sous-ministre, c'est Élise Labrec, qui est responsable de l'accès à la justice. Mais à l'époque, c'était le sous-ministre en titre. Puis, j'avais été impliquée dans le projet pilote des centres de justice de proximité du Québec. Puis, le premier qui avait ouvert, c'était Rimouski, dont j'étais responsable. Alors, pendant un an, Mhm. j'ai œuvré au ministère même. Ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait de l'interne.
Oui, c'est ça, hein? Très Ça t'a intéressant pour moi. permis de comprendre l'appareil du gouvernement, Oui, puis oui, comment ça se structure, puis comment oui, ça se vit, tout ça, là. Ça t'a amené un autre point de vue aussi, là. C'est oui, vraiment très riche. Puis tout oui. ton souci, puis tes écrits, ta formation, ta réflexion, c'est beaucoup sur, puis c'est ce que tu dis, une préoccupation constante sur comment améliorer l'accès à la justice. Oui. Je sais que tu es soucieuse du petit justiciable. Mais c'est le citoyen ou la citoyenne moi, qui m'anime, qui me préoccupe. Puis je dirais que je suis obsédée par la question de l'amélioration de l'accès à la justice et mon obsession augmente d'année en année, ce qui est vraiment une bonne chose, mais c'est un souci de justice pour les justiciables. C'est toujours du point de vue des justiciables que je le regarde, ouais. Ouais, Plus que ouais. du point de vue professionnel ou plus que du point de vue de l'État, c'est vraiment du point de vue du justiciable que ça m'interpelle. Ça t'interpelle. Oui. C'est super. Puis là, aujourd'hui, on va se poser une question avec toi, puis on va plonger au cœur d'une recherche que tu as fait, que j'ai trouvé, on s'en est parlé, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, ah, il faut qu'on fasse un webinaire là-dessus. C'est sur la médiation. Est-ce qu'on peut rendre la médiation obligatoire? Mm. Oh là là, quelle grande question. Est-ce qu'on peut? Controversé, hein, les Céline, très, très controversé au Québec et ailleurs dans la francophonie. Je pense que c'est tout à Oui, fait, c'est un grand oui. enjeu. C'est un grand, grand débat. C'est une grande question qu'on se pose. Et ben, on pourra peut-être parler. Donc, toi, tu as fait une recherche, une grande recherche, tu as étudié ce qui se passait dans 28 pays. On va en reparler de ça, de ta méthodologie et ta recherche. J'aimerais ça qu'on fasse comme un petit point sur qu'est-ce qui se passe au Québec. Pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? On en est où? Et on va échanger là-dessus parce que ben, moi aussi j'en connais, puis toi aussi, mais en 2016, je pense que c'est le coup de barre qui a été donné avec l'obligation de considérer quand même. Bon, alors là, on s'entend que tu vas compléter puis on va s'entraider. Ah, Ah quoi? oui, Qu'est-ce que oui, tu voulais dire? j'ai oublié la médiation familiale. On va peut-être commencer par la médiation familiale. OK. Ouais, commençons par la médiation familiale. Ben, Vas-y. écoute, alors, OK. Alors, depuis 1997, au Québec, on a un magnifique, extraordinaire programme de médiation familiale qui, qui a commencé par un projet pilote dans les années 90, qui a été institutionnalisé, si on veut, à partir de 97. Puis je devrais dire que ce projet-là est venu avec d'autres lois, hein, le barème de fixation des pensions alimentaires pour enfants, la capacité d'aller chercher la pension alimentaire directement euh, au niveau des revenus. Et donc, il y a d'autres lois qui ont entouré cette médiation familiale, qui ont été des lois qui ont été très aidantes. Mais en 97, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit, à l'époque, c'était 7h30, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, quand toi Oui, puis moi, on a oui, commencé, c'était 7h30. ça t'a raison. Maintenant, c'est 5 heures qui sont payées par le gouvernement. J'aime pas ça dire que c'est gratuit parce que je trouve que c'est les taxes et les impôts des Non, citoyens, non, justement, on qui peut dire que c'est payent ce subventionné. programme-là. C'est subventionné C'est par l'État subventionné, c'est pour ça. les premières heures avec un tarif horaire. Et ça, c'est pour première, quand la rupture a lieu pour la première entente. Il y a aussi 2h30 qui sont prévues pour la révision, alors lorsque des couples vivent des difficultés. Et ce programme-là est très, très, très pragmatique. Hein. C'est pas la même chose que, par exemple, en France. C'est un programme qui est très concret, très pragmatique. On fait le budget, on détermine avec les parents, on fait un plan d'action parentale, puis on détermine avec les parents, oui, la pension alimentaire, le partage des biens, mais qu'est-ce qui va arriver si, est-ce que les vêtements arrivent sales ou propres le vendredi soir, par exemple? Mais Tu veux qu'elle dire quelque chose? Oui, oui, vas-y. ben en fait, oui, ça, c'est tout important ce que tu dis, mais si on en reste dans ce qui était obligatoire, moi, Mm, je me souviens quand on a mis ça en place, quand le gouvernement oui, a mis ça en place, la médiation familiale subventionnée, le 7h30, il avait dit, il y avait eu un débat, puis une tollée, puis en tout cas, les familialistes avaient levé on avait dit, on va rendre ça obligatoire, mais on a reculé au niveau de l'État, ça a reculé, puis ça a dit non, on ne peut pas rendre ça obligatoire pour différentes raisons. Puis, on a dit, OK, la médiation ne sera pas obligatoire en matière familiale, mais ce qui va être obligatoire, c'est les séances d'information. c'est Puis ça. là, c'est ça qui était rendu obligatoire, les Alors, séances d'information. alors, c'est une forme d'obligation. C'est-à-dire, selon mes recherches, il y a l'information. Alors, la séance d'information est obligatoire. Puis, rappelle-toi qu'on l'a remplacée dans les dernières années
par une séance sur la coparentalité. Il y avait un psychologue très, très important en, en, à Montréal qui, j'essaie de me rappeler de son nom, mais il avait fait la démonstration que les parents étaient peut-être pas tout à fait assez conscients de l'enjeu de la colère puis l'acrimonie qui continue entre les parents sur la vie des enfants. Alors, c'est devenu une séance de coparentalité où on a expliqué la médiation de façon très courte. La séance de coparentalité est à peu près de 2 heures et demie. Puis, à la suite de ça, on doit avoir un document. On ne peut pas faire une demande à la cour, on ne peut pas déposer une demande introductive d'instance sans avoir ce formulaire rempli qui démontre qu'on est allé à cette séance-là. La séance de coparentalité peut être les deux parents peuvent y aller ensemble, mais peuvent y aller séparément. C'est dans les palais de justice. C'est fait souvent le soir par visioconférence pour les palais de justice qui sont moins desservis. Donc, il y a vraiment une volonté de rendre accessible. Puis, c'est obligatoire pour faire une demande introductive d'instance. À Ça, l'époque, par exemple, oui, mais oui, ça, mais c'est un modèle. c'est ça le volet obligatoire. Puis je pense qu'au Québec, ça a marqué les esprits, cette histoire-là. Oh non, on ne peut pas rendre ça obligatoire parce qu'en familial, en tout cas, ça a été comme un blocus, puis il y a eu Ouais. un recul, puis on a rendu les séances d'information puis de coparentalité obligatoire. Puis là, ça, c'est resté depuis le temps, là. Mais je Ça, sais ça pas, n'a pas bougé, là. non, mais je sais pas Ça, si ça tu es a d'accord bougé. avec moi pour dire qu'il y a vraiment une espèce de mythe dans la société québécoise sur laquelle la médiation est obligatoire. Récemment, j'entendais une collègue, prof de droit, qui disait ça devant un auditoire, puis je disais, mais non, la médiation n'est pas obligatoire. La séance d'information puis la séance de coparentalité, mais ça donne l'impression que c'est obligatoire. Puis peut-être que c'est pas que c'est obligatoire autant que c'est populaire. 85%, à ma connaissance, là, il faudrait vérifier les derniers chiffres, mais 85% des couples vont en médiation au Québec. Et de ce 85%, 85 vont arriver à une entente, ce qui est énorme. Excellent. Et il y a c'est formidable. Puis il y a un programme qui fait que lorsque des parents se rendent à la cour, il y a une unité qui va intervenir, des psychologues et des travailleurs sociaux, pour les couples à haute teneur de conflit, Oui. pour essayer de les aider à passer à travers, puis à ne pas, à essayer d'éviter les enjeux. Si Continue. tu veux, on va avancer dans notre affaire OK. d'obligation parce que dans le fond, après ça, en 2016, on a changé le Code de procédure civile du Québec. Et là, on a dit, maintenant, chers justiciables, vous avez l'obligation de considérer les modes de prévention de règlement des différends avant de commencer d'instituer une action judiciaire. Donc, on a comme obligé l'obligation de considérer, mais c'était pas une obligation d'aller en médiation. C'est une Non. obligation de considérer. Puis moi, Mais Marie-Claire, en tout cas, je te le dis, là, moi, les premiers mois là, de ça, le téléphone sonnait, puis ah, Madame Vallière, on veut aller en médiation, puis tout ça. Mais rapidement, les avocats se sont rendus compte. Je dis les avocats. En tout cas, on en reparlera. Mais en tout cas, rapidement, on s'est rendu compte que l'obligation de considérer, on avait juste à dire qu'on avait négocié ou qu'on avait offert la médiation, puis c'était fait. Là. Ça, c'était ouais, en ouais, ouais. 2016. Oui, Ça n'a pas ben, marché. oui. Alors tu te rappelles que j'étais la conseillère stratégique de ces dispositions-là en 2014. Oui, oui. Les dispositions vont être adoptées. Moi, j'ai commencé à travailler dans ce projet-là en 2010, après mon année justement de prêt de Mhm. service. Et j'étais la conseillère stratégique d'une légiste extraordinaire au Québec qui s'appelle Marie-Josée Lontin. Et l'idée de ça venait de la médiation familiale. L'idée, c'était obligeons les personnes à y penser, à essayer, puis les parties, hein, rappelle-toi que la disposition dit on oblige les parties à considérer les modes de Mhm. prévention et règlement des différends, dont la négociation, la médiation et l'arbitrage, ou C'est tout ça. autre mode, avant de faire appel aux tribunaux. Mhm. Puis c'est la première disposition du Code, elle est précédée par une disposition préliminaire, on en a deux dans notre droit, celle du Code civil du Québec, celle du Code de procédure civile, et elle dit qu'on essaie d'avoir une justice dont les processus sont efficients, empreints d'esprit de justice, proportionnés, il y a plein de concepts, et on peut faire la promotion de la justice participative dans l'idée que les parties participent à trouver des solutions à leurs litiges. Alors, puis à leurs différents, pas leurs litiges, à leurs différents. Donc, on essaie d'agir de façon préventive. On appelle ça les Oui. modes de prévention et règlement des différends, justement pour essayer d'intervenir le plus rapidement en amont de façon à attirer.
cette disposition-là a l'objectif, puis il y a eu beaucoup, beaucoup de débats dont je pourrais te parler longuement. Les gens ne voulaient pas, il y a beaucoup, beaucoup de membres de la communauté juridique qui réagissaient très mal. Puis moi, je trouvais qu'il fallait que ce soit dans les premières dispositions du code parce que c'est là qu'on donne les orientations, c'est là qu'on dit où on s'en va. Alors moi, je trouvais que on transforme la culture juridique au Québec où on dit voici ce que vous devez faire. Et comme tu dis, puis, il faut savoir que moi, à l'époque où j'ai fait cette suggestion-là, bon, on en gagne puis on en perd, hein, des projets. Nous, on Mhm. avait eu, tu te rappelles, une grande, grande réforme du Code civil du Québec en 90. Puis à cette époque-là, 3 ans auparavant la mise en vigueur du Code, tous les juristes du Québec avaient été formés au nouveau Code. Oui, oui, je me Et souviens. lorsqu'on a eu l'adoption, alors on est dans le coin du 20 février 2014, le Code de procédure civile va être mis en vigueur le 1er janvier 2016. Et moi, je propose que tous les juristes soient formés au nouveau Code et à la PRD. Bon, ça n'a pas été retenu. Et je propose qu'il y a un formulaire, comme on avait un formulaire en médiation familiale, qu'il y a un formulaire obligatoire puis le formulaire, il venait pas de n'importe où, c'est que j'avais à l'esprit un modèle très, très intéressant dont on parlera peut-être, australien, où il faut faire la démonstration qu'on a fait vraiment des tentatives réelles Mhm. de trouver des solutions puis de s'entendre. Mais ça non plus, ça n'a jamais été adopté. Donc, on est en 2023 aujourd'hui, puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas de dents. Il n'y a tout Il n'y a pas simplement de pas date. de dents. Il n'y Il y a a, pas de date. puis comme tu dis, au début, on est enthousiaste. Moi, je dois admettre que très égoïstement, j'avais aussi comme projet que ça allait forcer l'enseignement de la PRD dans les facultés de droit. Ça n'a pas marché, ça non plus. Non, c'est Alors, tu ça. sais, on espérait que ça allait changer les choses, mais moi, je pense que profondément, on est 28 000 avocats et avocates au 30 000. Québec, 30 000. 30 000, puis on 30 est 000. quoi, 4 000 5 000 notaires? Non, ben ça, c'est à part, là. C'est 30 000 avocats, plus je ne sais pas Oui, combien de notaires. mais Puis c'est à sur peu les près 30 4 000 5 avocats, 000 il y a à peu près 1600 médiateurs. Donc, c'est C'est pas tant ça. que ça. Non. Ouais. Mais donc, ce projet-là, Puis, finalement, mais, tu sais, OK, ça n'avait pas de dents, mais ça a fait beaucoup parler, ça a oui, sensibilisé. puis Puis là, on a il parlé y d'un avait une changement de vision. culture. Il y avait une vision C'était une là-dedans. vision, Ah c'était un ouais. changement de culture, ça n'a pas Ouais. changé tant que ça. Puis là, Mm. on est rendu en 2023 et ce qu'on parle, puis là, on va arrêter ici parce qu'on a du temps qui roule, puis aussi parce que je veux parler de ta recherche, mais c'est important de faire le tour de ce qui se passe là au Québec. Parce que là, dans le fond, actuellement, on parle de rechanger le code. Là, on a mis une attestation. Si les gens vont en médiation, le médiateur devrait signer une attestation comme quoi qu'ils ont tenté de faire une médiation, mais ça, les contours sont très flous. On ne sait pas trop ce On que ne sait ça veut pas dire. trop où ça s'en va encore. On sait pas trop ce C'est que ça ça. s'en va. Fait que ça, c'est comme un incitatif. On est loin de la médiation obligatoire. Absolument. On est très loin de ça. Puis là, dans le règlement des petites créances, on a prévu, et ça c'est une autre affaire pour les petites créances, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 15 000 et moins. Donc, c'est les justiciables qui se Et représentent pour les seuls. Européens, ça fait à peu près 10 000 euros, à peu près. C'est ça. Puis les justiciables se présentent seuls, ne sont pas accompagnés d'avocats. Et là, on parle de mettre la médiation obligatoire, mais encore là, le règlement n'est pas passé encore. Pour les Mais créances, 5 000 et moins, c'est ça. et dans certains districts judiciaires, pas partout. Donc là, c'est comme si on sent, Projet moi, pilote avec l'idée de le généraliser. c'est Mais ça. quand même, oui. C'est ça, c'est ce qu'on sent de notre côté. Se dire, ben, ah, tiens, il y a une volonté, en tout cas, aux petites créances, de rendre ça obligatoire. Et là, ça nous amène dans notre sujet. OK. C'est très, OK. très, très d'autres affaires. Est-ce qu'on peut obliger tant que ça les gens à aller en médiation? Ça, c'est une question que je poserais parce que dans le fond, puis je suis sûre, Marie-Claire, que tu as vécu ça. Des gens qui arrivent en médiation, je me souviendrai toujours d'un couple en médiation, le monsieur ne voulait pas être en médiation. Oui. Il a fait cliquer ses clés dans ses poches tout le long de la rencontre, la première rencontre avec j'étais avec En lui. voulant dire, je m'en vais. Je m'en vais, je veux pas être là. Tu sais. J'ai Mm. déjà vu des médiations où les gens ils veulent vraiment pas là. Mais donc, tu sais, parce que quand on dit l'ADN de la médiation, ça devrait être libre et volontaire. Ça, c'est une première chose qu'on dit tout le temps.
Fait que moi, tu sais, je me dis, est-ce qu'on peut rendre ça obligatoire tant que ça? Puis là, c'est là que je veux t'entendre dans ta recherche, dans ta fabuleuse recherche. Ouais. C'est quoi ta recherche que tu as fait? Alors, le ministère de la Justice, le sous-ministre qui était responsable de l'accès à la justice à cette époque-là, m'a- ils m'ont confié un mandat qui consiste à étudier de façon comparative, donc en droit comparé, quels sont les modèles qui existent à travers le monde de médiation volontaire et obligatoire. Alors, c'était ça mon objectif. Alors, j'ai étudié 28 pays. C'est pas énorme, là, c'est beaucoup 28 pays, mais j'ai étudié à peu près 225 documents. Puis, j'ai essayé d'analyser quels étaient les modèles qui existaient, qu'est-ce qui était obligatoire, quelles étaient les conditions, etc. Alors, j'ai regardé dans plusieurs pays. Puis, je crois qu'à ce moment-là, c'était un peu le constat que l'article 1 du Code de procédure civile, mis en vigueur le 1er janvier 2016, avait peut-être pas assez dedans, était peut-être pas assez exigeant. Je pense qu'il y avait une préoccupation, il y a encore une préoccupation que les délais dans notre province sont longs en matière civile, que c'est particulièrement difficile dans certains districts, puis dans certains domaines, et qu'en matière de petites créances, c'est ce qui touche le plus les citoyens. Donc, ils m'ont fait faire une recherche sur les modèles contraignants ou obligatoires ou volontaires en médiation. Ils m'ont aussi fait travailler sur des modèles qui existaient partout en petites créances. Puis j'ai fait un dernier projet là, sur la maltraitance, les modes de prévention et règlement des différences sur la maltraitance. Alors, des enjeux sociaux importants, puis où on me demande de regarder qu'est-ce qui se passe à travers le monde. C'est une recherche super, très, très, très tripante. Là. Il s'agit de vraiment essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mhm. Alors, c'est ce que j'ai fait. Sûrement exigeant. Puis, dans le fond, tu dis 28 pays, mais il faut que ce soit, est-ce qu'il faut que ce soit quand même des pays ben, de régime démocratique, puis de certains régimes où il y a je sais pas, un appareil judiciaire je veux dire, en tout cas, c'est tout ce que je veux dire. Dans le fond, c'est que tu peux pas comparer, tu peux pas aller chercher n'importe quel pays non plus. Si c'est trop différent d'une autre, c'est quand même bizarre, non? Oui, ben écoute, c'est sûr que c'est drôle parce que là, tu poses la question essentialiste sur c'est quoi le droit comparé, puis qu'est-ce que ça fait puis qu'est-ce que Ah, ça ouais, mange en hiver. C'est une question ouais, profonde. Mais ouais, disons que si je te parle de la méthodologie quelques secondes, juste pour oui, quelques minutes, puis tu m'arrêteras parce que je suis intarissable sur ce sujet-là. Moi, j'appelle ça du bricolage. OK. Puis qu'est-ce que je veux dire par bricolage? C'est que j'utilise une théorie de quelqu'un que plusieurs personnes connaissent, Lévi-Strauss, qui était un anthropologue, qui utilise l'idée du bricolage. Puis pourquoi? Parce que, en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai étudié d'abord 28 pays, dont seulement dans les documents, seulement Mhm. sur papier, donc pas dans la vraie vie. Puis tu sais la différence qu'il y a sur papier puis dans la vraie vie. On C'est regarderait pas, dans l'article 1, on le trouverait super beau, puis on voit bien que dans la vraie vie, c'est pas tout à fait pareil. OK? Donc, c'est ça. alors, C'est ça. il y a une première limite. On fait une distinction, puis ça, il y a un grand juriste qui s'appelle Ross Copam qui a parlé de la différence entre law in the books and law in action. Alors, moi, je n'ai fait qu'une law in the books, puis j'ai dit Mhm. au ministère, il faudrait faire le law in action. Il faudrait aller voir comment ça se passe dans le vrai monde. Deuxièmement, je n'ai accès qu'aux traductions en français et en anglais. Je ne parle et je ne lis pas d'autres langues. Donc, ça, c'est déjà une grande limite. Puis c'est ce que dans les pays à quoi j'ai accès, alors c'est pas dans tous les pays. Alors, quand je parle de bricolage, c'est que, tu sais, je vais te donner l'image, je pense qu'on en avait parlé, toi et moi, là. Ce que j'ai littéralement fait, c'est que j'ai été chercher dans toute la documentation, tous les morceaux qui étaient d'intérêt, les façons qu'on avait de faire à tous les niveaux. La chronologie, la formation des médiateurs, les sanctions, les modèles différents de médiation obligatoire. Et, alors, tout ça, puis je me suis fait littéralement, j'ai une grande table dans ma salle à dîner en bois que Mhm. j'ai recouvert de grands morceaux de papier blanc. Puis j'ai pris des post-it de toutes sortes de couleurs avec des crayons de toutes sortes de couleurs. Puis je me suis fait des thèmes, puis j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Puis là, je les redéfaisais, puis là, je les photographiais dans un autre genre pour en ressortir avec, comme je te dirais, c'est comme si j'avais des blocs Lego que OK, je pouvais oui. faire plein de constructions différentes avec. Donc, et ça a des limites parce qu'évidemment, je ne l'ai pas regardé dans son contexte. Bon, puis j'ai fait attention parce que parfois, je trouvais, par exemple, je trouvais beaucoup de textes très contre. Mais quand je regardais qu'il écrivait, puis ça, c'est une des conclusions à laquelle j'en viens, c'est que quand je regardais ce qu'il avait écrit, ben, c'était souvent des membres du barreau. Les Mhm. membres du barreau sont
particulièrement véhément contre. La résistance, elle est mondiale. Alors, OK. faisais Résistance attention. mondiale. Oh, attention. Oui. Résistance mondiale contre la médiation obligatoire. Mais puis, bon, moi, j'aurais Ah, tendance oh, à dire pas seulement contre la médiation obligatoire, contre la médiation en général. Tu sais, je pense ah que ouais. c'est des modèles qu'on ne connaît pas, c'est des modèles, on ne sait pas ce que c'est. Et beaucoup de juristes sont très réfractaires, je pense, aux différents modes de prévention et règlement des différends en général. Oui. Puis quand ça devient obligatoire, ben là, c'est une levée de bouclier, bon, un peu comme ce que tu as décrit là, dans les premières années de la médiation familiale chez nous, mais je te dirais de façon plus générale. Puis on a une province, on est dans la province du Québec chez nous au Canada, mais la province d'à côté s'appelle l'Ontario. Eux, ils ont depuis 20 ans, plus que 20 ans, la médiation obligatoire en matière civile et commerciale, puis ça fonctionne. Tu sais, bon, Ça c'est pas comme si fonctionne? on ne l'avait pas. Ben, ça fonctionne bien dans les petits patelins, puis les plus OK. petites villes comme Ottawa. Ça fonctionne moins bien dans les grandes villes plus anonymes comme Toronto. Pourquoi? Parce que les avocats et avocates spécialisés dans certains domaines vont se retrouver puis se recroiser dans d'autres dossiers dans une ville comme Ottawa ou dans des petits patelins, puis ils vont moins se recroiser. Alors, en Ontario, mais il y a d'autres provinces, la Saskatchewan, l'Alberta, on a plusieurs provinces qui ont de la médiation obligatoire chez nous. C'est En juste qu'on ne civil et connaît pas ces commercial. modèles. Oui, c'est ça. Moi, je OK. suis toujours. Là, je te parle que du civil et commercial. Je pourrais te parler de la Oui. justice Non, réparatrice, mais non. c'est pas ça le sujet aujourd'hui, là. Oui, Hein? non. Aujourd'hui, c'est C'est civil ça. et commercial. Mm. Puis donc, on revient à ta méthodologie. Oui. Je vois dans ta salle à dîner, alors tu as dû être pendant plusieurs semaines pas être capable de manger sur, sur ta table. Oh non, je T'invitais pas roulais mes feuilles de personne. papier blanc. Je Ah gardais bon, mes bon, post-it, je parfait. les roulais, puis je les remettais. Je m'organisais. C'est bon, c'est bon. Alors, mais tu m'as fait parler de l'Australie. Pourquoi que l'Australie, ça t'avait comme, je pense, un peu, Ouais, ben, je dirais pas l'Australie. marqué, mais qu'est-ce que tu aimes de l'Australie? Tu as dit, j'aime ce modèle. Ben, d'abord, l'Australie, ils sont en avance sur à peu près partout au monde depuis vraiment 20, 30, 40 ans. Ils sont vraiment plus en avance que les autres. C'est un pays où ils ont fait toutes sortes de tentatives, mais il y a un modèle en particulier que j'aime beaucoup qui s'appelle le Genuine Step Statement. Euh, L'idée, c'est que les parties, avant de se présenter à la cour ou au moment où ils se présentent à la cour, doivent faire une démonstration qu'ils ont vraiment essayé de s'entendre, mais pas juste de façon comme ça, du blabla, là. Il faut qu'ils fassent une démonstration des négociations qu'ils ont essayé, comment OK. ils ont tenté de faire les choses, puis qu'ils fassent une démonstration à la cour parce que sinon, il peut y avoir des sanctions. Puis les Hmm. sanctions peuvent être très, très graves. Puis les sanctions en Australie, là, ça peut aller jusqu'à des affaires comme, puis là, je fais attention parce que est-ce que c'est l'Australie exactement, mais il me semble que c'est l'Australie. Tu sais, ce serait d'informations à vérifier, mais il y a des endroits où j'ai trouvé que les honoraires des avocats de l'autre partie peuvent être euh, l'obligation des parties. Ils peuvent même forcer, si on a un avocat ou une avocate qui n'a pas vraiment voulu contribuer, à forcer à l'avocat ou l'avocate de payer les honoraires de l'avocat, de sa consoeur ou de son confrère de l'autre côté. Ça serait l'avocat qui paierait, pas Ils le peuvent client? aller jusque-là dans certaines juridictions. Encore une fois, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est l'Australie. Puis ils peuvent aller, ça, je ne sais pas comment ils feraient ça, mais ils peuvent aller, les juges pourraient aller jusqu'à donner comme sanction des sanctions dans un autre dossier du même avocat. Hmm. Tu sais, c'est quelque C'est chose. sérieux, là. C'est Oui, oui, sérieux. c'est grave. C'est pour ça que le Genuine Step, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment, il faut faire une vraie démonstration. Le côté négatif de ça, c'est que la littérature démontre que ça peut augmenter les frais parce que là, il ne faut pas faire la preuve seulement du dossier, il faut aussi faire la preuve de ça. Donc, il y a certains auteurs qui disent, ben, faites attention parce que ça peut augmenter les frais. Puis la question que je me pose, c'est dans la vraie vie, est-ce que ça marche? Puis c'est pas Mhm. dans tous les niveaux, tu sais, c'est un système fédéral comme le nôtre. Je pense que ça s'applique au niveau fédéral. Est-ce que ça s'applique aussi dans les États ou est-ce que c'est le contraire? Je pense, je suis assez certaine de mon coup. Je fais attention parce qu'il y a tellement de matériel que tu sais, je peux me Ben oui. tromper, mais ce serait des erreurs là, de détails, là. Oui. Mais alors, il y a des enjeux. Mais ce que j'aimais de cette approche-là, puis ce que j'aime encore, c'est que je trouve que c'est pas parce que nous, comme tu le disais tantôt, les avocats, quelques mois après la mise en vigueur de l'article 1, en sont venus à la conclusion, j'ai juste à dire que j'ai appelé mon confrère, puis that's all. Tu Tout n'as à rien d'autre fait. à faire comme preuve. C'est ça. Puis les Puis procès-verbaux, aussi, ce qu'il y avait, parce que le cas disait, vous êtes obligé de regarder la prévention et le règlement des différends
la négociation, la médiation et l'arbitrage, dont à partir du moment où tu nommes la négociation, les avocats ont juste à dire, nous avons négocié. Ils sont Ouais, même pas obligés d'aller voir un médiateur. Ils sont même pas, tu sais, juste à dire, ouais. nous avons négocié. Le problème, c'est qu'ils négocient toujours de la même façon. Surposition, de façon compétitive, Puis ils voient pas distributive. la plus-value C'est d'un ça, médiateur. Ils voient pas absolument. la plus-value d'un Non, médiateur. C'est non, quoi non. qu'un médiateur? Il va amener quoi le médiateur de plus? Ils voient pas. En tout cas, Ouais. moi, c'est ce que je pense. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Non, non, je suis d'accord. Puis c'est la seule place dans le code de procédure civile où le mot négociation est mentionné. Il n'est pas Ah oui, mentionné nulle part ailleurs, il n'est pas défini, il n'est pas. Puis, dans le fond, peut-être qu'on aurait dû forcer la communication ou le dialogue plutôt que les modes. Tu comprends? oui, Parce oui, que si on oui. avait forcé le dialogue ou la communication, on aurait. Là, ça aurait été quels outils on utilise pour le faire. Bon, c'est un code de procédure civile, c'était pas un... c'est un livre de recettes, hein? Oui, Mais ouais. oui. Mais si on revenait à l'idée de l'Australie, dans le fond, ce que je comprenais, c'est que ça, quand tu dis c'est étape par étape, dès le départ, vous êtes obligé de vous parler. Si vous le faites pas, vous êtes encore. Puis plus que ça monte, mais plus que tu dois prouver quelque part que tu t'es parlé, pas juste que tu as négocié, que tu as fait des Ouais. démarches de négociation. Donc, Puis genuine steps, ça veut dire que tu as fait des démarches authentiques. authentique. Genuine, ça veut dire authentique, ça veut dire Ouais. véritable. Puis il faut que tu fasses un statement, il faut que tu fasses une affirmation d'avoir fait ça. Donc, tu sais, c'est quand même des termes qui sont forts. Oui, Je ne l'ai pas oui, traduit dans mon rapport, mais tu sais, moi, j'aimais beaucoup cette idée-là de choses. Bon, oui. ça, c'est le modèle de l'Australie. Il y a un autre modèle qui est assez intéressant, c'est en Vancouver, en Colombie-Britannique, qui font ça. Ça s'appelle le Notice to Mediate, l'avis de médiation. Une des deux parties peut inviter l'autre à aller en médiation. Mhm. Si elle fait ça, la partie qui reçoit la demande doit expliquer pourquoi elle ne voudrait pas le faire, doit d'abord le faire. Puis si elle ne le fait pas, il faut qu'elle demande pourquoi. Puis si elle ne le fait pas et que le juge ou la juge trouve que c'est inapproprié, elle peut avoir des sanctions financières OK. en fonction de ça. Alors moi, ça, ce modèle-là, je l'aimais beaucoup, je trouvais ça intéressant. Euh, il y a un modèle qui est une déclaration avant la demande d'introduction de l'instance, une déclaration de ce qui a été fait. Mais ça, je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir ça dans notre code, par exemple. C'est une Mhm. déclaration sur les modes de PRD. On ne l'a Mhm. pas adopté. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est que de ce que tu me disais, c'est qu'il y a plusieurs façons de rendre ça obligatoire. Absolument. Il y a plein Il y de a modèles plusieurs différents. méthodes bien en Oui, amont, oui, pendant, ou en tout cas, exactement. si tu te Parce que, rends trop loin et tu n'as pas rempli ton obligation pas juste de considérer, mais de le faire, c'est là où il y a des sanctions. Fait que s'il y a des sanctions, mais là, c'est le bâton. C'est pas c'est la ça. carotte. C'est ça, oui. Fais attention parce que tu peux avoir un coup de bâton. Dans le fond, c'est ça. C'est punitif si tu fais pas bien ton travail. Oui. Puis ça vient très tard dans le processus. Ça vient peut-être trop Trop, tard parce que là, trop les gens tard, vont c'est avoir ça. dépensé beaucoup d'argent Ouais. pour se rendre là. Puis c'est ça. Puis tu sais, des personnes comme toi et moi, on pense qu'il y a une valeur à la prévention, c'est-à-dire l'objectif. En fait, dans la façon que l'article 1 est écrit, le recours au tribunal devenait le dernier recours, hein, avec comme un peu la grève quand tu es Oui. dans des enjeux de travail, ben, tu négocies, tu négocies, tu négocies, tu essaies de trouver des ententes, puis la grève, c'est le dernier recours. Là, le problème, c'est que si tu mets des sanctions financières ou des sanctions à la fin du processus judiciaire, ben, tu as quand même été dans le processus judiciaire. Alors, tu sais, il y a différents modèles. Puis, par exemple, la gestion de l'instance. Chez nous, la gestion de l'instance, on appelle ça aussi case management en anglais. Mhm. L'idée, c'est que les juges, dans leurs procès-verbaux à la Cour supérieure et à la Cour du Québec, un procès verbal de l'audience qui demande qu'est-ce que vous avez regardé. Avez-vous regardé les modes de prévention, règlement est différent, mais comme tu le dis, ils font exactement ce que tu décris. Ils disent, ben oui, on a négocié, j'ai parlé avec mon confrère ou ma consoeur, puis ça n'a rien donné. Alors, il n'y a pas, encore une fois, ça n'a pas de dents. Donc, puis je te dirais que les deux modèles de médiation obligatoire qui sont les plus, qu'on voit beaucoup, beaucoup, qui sont fréquents, le premier, c'est celui dont on vient de parler, la première séance, la séance d'information qui est obligatoire. En anglais, on l'appelle opting in. Alors, pourquoi? Parce que tu as l'obligation, c'est d'avoir la séance d'information. Puis, à la suite de cette information-là, les parties décident si elles vont aller ou non de l'avant. Puis ça, c'est notre séance d'information en matière familiale, par exemple, la Mhm. coparentalité. On donne de l'information. Dans notre cas, il ne faut pas oublier qu'on a un incitant financier très important qui
dans la plupart des cas, change la donne. C'est-à-dire que pour les citoyens de classe moyenne, le fait d'avoir 5 rencontres payées, puis ensuite d'avoir une rémunération du médiateur ou de la médiatrice qui est réglementée, donc qu'on ne peut pas demander n'importe quelle somme d'argent, ça fait une grosse différence au niveau de l'accessibilité. Au niveau familial, on s'entend que la C'était là. séance d'information mixée avec coparentalité, ce qu'on avait dit tantôt, ça fonctionne bien. Maintenant, séance Mais, d'information en civil et commercial, tu sais, parce qu'on ouais, en avait parlé. Si ouais. la séance d'information, ça me consiste à dire, je suis la médiatrice, bonjour, monsieur, madame, voici c'est quoi la médiation, voici c'est quoi mon rôle, merci, bonjour, êtes-vous intéressé? Ben, c'est un modèle qui existe en Italie et au Royaume-Uni. C'est les modèles qui ont été utilisés. Mais si on contraste ce modèle-là avec l'autre, qui est le opting out. Le opting out, c'est que ce qui est obligatoire, c'est pas l'information, c'est la première séance qui sert à informer. Puis, tu sais, pour des personnes comme toi et moi, quand on faisait de la médiation familiale, on ne se mettait pas à donner un cours sur la médiation familiale. On demandait aux gens qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui est en jeu chez vous, puis C'était sur quoi il personnalisé. faut. On le personnalisait, puis à partir de ça, on disait, bon, ben voici comment ça fonctionne. Oui. Je ne prends pas de décision. Oui, je suis juriste, mais je ne vous donne pas de conseils juridiques. Mon rôle, c'est de vous soutenir dans les décisions que vous devez prendre sur certains thèmes, puis je vais vous aider à faire ça. Alors, on le personnalisait, on faisait une présentation de la médiation sur mesure. Alors, le opting out, c'est au lieu d'avoir la séance d'information qui est obligatoire, c'est la première séance qui est obligatoire. Puis on dit opting out parce que tu choisis de ne pas continuer, parce que ta première séance a eu lieu. Et ça, c'est des modèles qui existent, vois-tu, sur l'Ontario, la Saskatchewan puis l'Alberta, c'est les modèles canadiens que j'ai retrouvés là, puis qui sont les plus intéressants. Ça Les autres, marche-tu? Ça marche-tu, ça? En ben, Ontario, ça c'est très, très intéressant parce que nous, on a la chance d'avoir une juriste particulièrement intéressante au Canada qui s'appelle Julie McFarlane. Julie McFarlane est à l'université de Windsor. Malheureusement, elle ne parle pas français, donc mais elle est, à ma connaissance, elle est d'origine anglaise, donc on la pardonne un peu. Mais elle a fait des études seulement qu'en anglais. Puis ces études, c'est des études empiriques. Puis elle démontre qu'il y a 3 étapes à l'acceptation chez les juristes de la médiation obligatoire. Puis les 3 étapes, c'est ils finissent par arrêter de résister à l'usure. C'est-à-dire qu'à force de l'essayer, plus ils ont de l'expérience, plus ils l'adoptent, plus ils adhèrent. Alors, la 3e étape, c'est ils sont vendus. OK. Mais c'est le fait de le forcer qui conduit à ça. Alors, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais Donc, ça avec, fonctionne. avec, avec le bémol que je te mentionnais tantôt, plus le groupe de juristes a des chances de se retrouver, de se revoir dans d'autres dossiers, puis ils sont spécialisés, puis c'est des endroits qui sont moins anonymes, plus ça fonctionne. Dans des grandes métropoles, c'est beaucoup plus dur à appliquer. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Ça, c'est ces études empiriques qui démontrent ça. Tu parlais aussi de la force d'apathie ou d'inertie. J'aimerais ça que tu me OK. parles de ça. C'est quoi ça? Oui, je pense que ça, c'est mon élément massu. Mais juste avant ça, il y a aussi Oui, des formes de discrétion. Il y a 2 autres formes de médiation que je pense que vaut la peine de oui. mentionner. C'est celle qui est discrétionnaire ou ordonnée par les juges. Et Ah, ça, on voit ça en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, dans certains pays d'Europe, en Océanie. Et là, c'est le juge qui recommande ou ordonne la médiation. Alors ça existe dans plusieurs pays du monde. Puis il y en a une autre qu'on appelle quasi obligatoire. C'est plus, tu vois, les pays, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Irlande. Et là, c'est vraiment lorsque le juge insiste pour que ça ait lieu, puis si tu ne le fais pas, ben là, tu vas avoir des sanctions. Alors, le mhm. quasi obligatoire, c'est que. Puis, quand ça vient d'un juge ou d'une juge, mais dans ces 2 cas-là, que ce soit ordonné ou que ce soit discrétionnaire, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a déjà une demande d'introduction de l'instance. On est rendu loin. Pour des On est personnes comme rendu. toi et Oui, moi, on préfère, tu sais, on veut des processus qui sont en amont, qui sont avant ça, puis qui sont beaucoup plus, oui. qui
qui sont J'ai plus envie valables. de te raconter une petite anecdote. Je me souviens d'un couple Vas-y. que j'avais fait en médiation familiale, puis il avait commencé les mesures provisoires puis tout ça, puis finalement, ils ont décidé avec leur avocat, puis c'était pas le juge qui leur a dit, ben, je pense qu'il leur a dit, suggéré, ben, peut-être vous pourriez aller en médiation, puis les avocats ont adhéré, ce qui est très rare au Québec, là. Je veux dire, ben, je veux dire que le juge, en fait, ce que je veux dire, que le juge suggère que peut-être la médiation, et ils ont mis sur stop Les procédures. leur contentieux pour venir me rencontrer en médiation, mais c'était très positionné. C'est un couple qui était très positionné. Le conflit était très antagonisé. C'était pas facile comme médiation. Écoute, j'ai fait une séance, puis ça a C'est éclaté. Puis c'est- c'est- c'était c'est peut-être trop rendu tard. C'est trop tard. trop tard. Ben oui. Puis, comme tu dis, les gens sont déjà positionnés. Il y a un enjeu qui peut jouer dans ces dossiers-là, que ce soit en familial ou dans d'autres secteurs, c'est l'imprévisibilité du procès et le temps. Ouais. Si c'est quelque chose qui est pressant, puis qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre avant d'avoir une décision, alors le fait que nos délais sont très, très longs au Canada, ça joue. Et l'autre élément, c'est l'imprévisibilité. Puis, on voit dans les études que les avocats et les avocates tendent à ne pas beaucoup faire valoir cet élément-là. Mais quand on est juriste, on le sait jusqu'à quel point le droit c'est indéterminé, puis où va aller le juge ou la juge, sans dire qu'il n'y a pas de paramètres, il y a des paramètres, mais Mhm. c'est quand même imprévisible. Donc, cet élément-là peut nuire à un homme. Alors, je reviens à ta question sur l'apathie ou l'inertie. Quand j'ai fait mes études, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir que, tu sais, il faut vraiment distinguer les juristes des parties. Les juristes et les parties ne savent pas ce que c'est la médiation, on est d'accord là-dessus. Hein? Mhm. C'est pas encore une pratique ou une façon de faire qui est très connue pour résoudre des conflits. Exactement. Mais la particularité, c'est que les parties, d'après ce que j'ai vu, bon, c'est des études, il n'y en a pas comme des milliers, là, mais il y en a qui disent, ce qu'elles disent, c'est les choses suivantes. Les parties, ils ne font pas beaucoup de distinction entre un processus de médiation qui est obligatoire ou qui est volontaire. C'est pas quelque chose qui, ça les préoccupe pas. Les taux de réussite et les taux d'entente sont approximativement les mêmes, qu'ils soient obligatoires ou non, et leur niveau de satisfaction aussi est le même. Puis ce qui arrive, quand je te parlais de l'apathie puis de l'inertie, c'est que ce qui est fascinant, c'est que si tu forces les gens à faire quelque chose, ils vont le faire. Ils ne se poseront pas de questions, c'est comme ça. C'est ça. Je dis, ben, c'est ça. On n'a pas le choix, on va le faire. C'est ça. Mais quand tu mets ces deux éléments-là ensemble, c'est-à-dire que d'un côté, si tu leur les forces, ils vont le faire, et d'un autre côté, qu'on arrive au même taux, à la fois de satisfaction puis d'entente, euh, ben moi, je trouve que c'est des arguments très forts favorables à l'obligation. Mais il y a un autre enjeu, à mon avis, qui est important puis qui est peut-être sous-estimé. Tu fais de la médiation de petites créances comme moi, puis on en fait dans différentes matières. Puis ce qui est fascinant, c'est de voir jusqu'à quel point les gens ne se sont jamais parlé. Oui, La tout à fait. médiation, ça oblige les gens à se parler. Alors, imagine même les cas où on n'a pas de, euh, où on n'a pas d'entente. Les gens vont au minimum avoir été capables de dire ce qui leur arrive de part et d'autre, puis avoir été entendus. Puis ça, à mon avis, c'est fondamental. Pour toutes sortes de raisons. Je pense que pour le système judiciaire, ça va réduire les enjeux juridiques, les enjeux du litige, parce que les gens, en se parlant, vont voir ce qui est un malentendu, ou ce qui n'est pas pertinent pour des enjeux juridiques, puis ça va permettre de mieux saisir que la position ou la perspective de l'autre. Ça, Mhm. moi, à mon sens, c'est important. Mais l'autre élément, là, puis je t'ai sorti un chiffre parce que moi, celui-là, là, il m'a fait. Alors, au Québec, on a ce qu'on appelle l'indice québécois d'accès à la justice. Oui. Et on a un professeur qui s'appelle le professeur Pierre Noreau, qui est à l'Université de Montréal, puis qui est Mhm. responsable de l'Institut québécois d'accès à la justice, mais aussi d'un grand partenariat de recherche qui s'appelle ADAGE, Accès au droit et accès à la justice. C'est accès au droit et à la justice. Puis Pierre nous faisait part de chiffres. Tu vois, là, c'est 2018. C'est un peu vieux, mais maintenant qu'on a un indice, on va le faire aux 50, puis on va essayer de mesurer si ça s'améliore ou si ça se détériore, la situation de l'accès à la justice. Alors,
À la question, si vous deviez aller à la cour, qu'est-ce qui serait le plus important pour vous? Que le juge décide rapidement, soit impartial, prenne le temps de vous écouter ou vous donne raison. Quels sont les éléments les plus importants? Décide rapidement, 2,8 %. Soit impartial, 36 %. Vous donne raison, seulement 6,3 %. C'est presque rien. Ouais. Prennent le temps de vous écouter, 54,9 %, Wow. 55 %. Puis ça, je trouve que c'est un énorme argument favorable à des processus comme la médiation, parce que la médiation, ça permet aux gens d'être entendus puis d'être écoutés. Puis à mon avis, une grande partie du C'est le souci, besoin principal, c'est d'être c'est ça, entendu, c'est d'être écouté. Puis c'est c'est ce que le ça, médiateur peut c'est faire ça. et rassurer les personnes. Parce que Puis quand, être entendu puis écouté par son avocat, c'est une chose, mais c'est pas être entendu puis écouté par l'autre, par exactement, son adversaire, exact, c'est ça. dans un climat respectueux, Mm, sécuritaire, parce que je pense mm. que c'est quand même la sécurité qui est quand même important. Donc, être entendu, être écouté. Puis tu sais, moi, Puis, ce que ouais. j'aimerais te dire, Céline, c'est que on se serait parlé il y a 10 ans, il y a même 5 ans. Je pense que je ne serais pas où j'en suis en ce moment. Puis nous, l'article 2 est à l'effet que la médiation doit être un processus où les gens, les parties s'engagent volontairement. C'est écrit à l'article 2 du Code civil, du Code de Oui, procédure civile. C'est un vrai fondement. Puis je relisais, là, je donne un cours en médiation demain, puis je relisais Faget, Jacques Faget, qui est un grand, grand juriste, sociologue, qui a écrit sur les ateliers silencieux de la démocratie en parlant de la médiation. Puis il écrit spécifiquement qu'il faut impérativement que la médiation soit volontaire, puis que ce soit sur le libre consentement, la liberté contractuelle, un consentement éclairé, etc. Euh, mais moi, personnellement, puis tu sais, je me donne la permission de changer d'idée dans 5 ans. J'ai pensé en 2014, puis en fait, c'était plutôt en 2010 dans mon cas, puisque j'ai commencé à travailler sur ce projet-là il y a longtemps, que obliger les gens à considérer, puis c'était pas les juristes, j'insiste, c'est les parties qu'on obligeait à considérer. C'était intéressant parce que ça forçait pas, mais ça forçait pas à faire, ça te forçait à considérer. Mais mhm, ça tenait pour acquis que les juristes connaissaient les modes de prévention et règlement des différends, oui. leur diversité, puis jusqu'à quel point il y a des façons de négocier qui sont des fois plus collaboratives, fondées sur la négociation raisonnée, fondées sur d'autres approches qui étaient moins dans la compétition. Mais Ça pensait ça, mais ça pensait aussi qu'ils en parleraient à leurs clients, puis absolument, peut-être qu'ils pourraient le vendre à leurs oui, clients. oui, Mais je puis tu pense pas sais, que c'est ça qu'ils ont fait. mais au plan déontologique, notre code de déontologie des avocats a Oui, changé. On a l'article 42, puis le code de déontologie des notaires, c'est l'article 3. Alors, je ne sais pas c'est lequel oui. des deux, là, c'est l'article 3 et l'article 42, donnent au code de déontologie respectifs des deux ordres professionnels, sont à l'effet qu'on doit présenter les modes de prévention et règlement des Mais différends. tu sais qu'il y a toutes sortes de façons de présenter les choses, hein? Ben, puis à mon avis, ça ne se fait pas, si tu veux mon avis personnel. Ben, ça, on le sait pas. On va laisser le bénéfice du doute, mais je pense qu'il y a toutes Oui, sortes de façons de présenter les c'est ça, choses. Je peux te c'est ça. présenter un voyage d'une manière très excitante, puis un autre voyage qui est vraiment pas excitant, puis tu n'as pas le goût d'y aller, là. Ça, c'est sûr, là. Oui, puis tu Mais peux dire qu'on a rempli l'obligation en négociant, comme tu dis, là, c'est tu sais. ça. Là, l'autre affaire, dans le fond, là, parce que le temps file, puis Ah oui, 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 c'est toujours trop oui, c'est court, ça, hein, le temps, oui, oui. avec Euh, moi. dans le fond, aujourd'hui, est-ce que tu serais davantage puis, en faveur d'obliger les gens à aller en médiation? Oui. En ce moment, oui. Moi, je trouve que ça vaudrait la peine d'être essayé pour la raison que je te mentionne. Taux de satisfaction, taux d'entente, parce qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, je trouve que la médiation, on a tendance à penser qu'elle est réussie lorsqu'il y a une entente. Moi, je ne crois pas ça. Je pense que Mhm. parfois, le simple fait de se parler, le simple fait de s'exprimer, d'être entendu, d'être écouté réellement de l'autre côté a un impact important. Que une entente, une médiation qui conduirait à des ententes partielles aurait un effet bénéfique sur le litige qui serait tranché en droit et que ça amènerait les... Puis moi, mais je pense que là-dessus, on s'entend bien, toi et moi. Je crois beaucoup, beaucoup aux vertus du dialogue et de la communication. Oui, oui, Puis, je pense qu'il faut, dans la résolution de nos conflits, euh, commencer par se parler. Puis, comme ça ne se fait pas, je pense que la médiation est vraiment un outil
Alors moi, actuellement, mais tu sais, comme je te dis, moi, je trouve que c'est ça le bonheur d'être prof, puis c'est d'avoir le droit de changer d'idée, tu sais, Oui, oui, c'est-à-dire c'est ça. de faire des recherches actuellement, à la suite de mes recherches, puis où j'en suis dans ma pratique, je te dirais aussi, là, dans mon expérience concrète, je pense que ça vaut la peine d'essayer de la rendre obligatoire. Je ne sais pas Mais c'est où, je ne sais pas quoi? comment, je Ouais. ne sais pas dans quel domaine. Ça, ce serait toute une autre conversation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser. Puis je te dirais qu'une des choses qui revient beaucoup, beaucoup dans la recherche, puis où il n'y a pas de solution, c'est que à beaucoup d'endroits, on dit il faut que le dossier soit mûr. Mhm. Le conflit soit mûr. Oui. Ben, pas juste le conflit. Oui, le dossier. Oui, Il faut c'est que vrai. il Oui, faut que les le, avocats aiment ça, échanger des expertises, des interrogatoires, aller chercher de l'information, puis blablabla. Puis là, ils nourrissent. puis même quand tu dis ça, tu es rendu loin, là. Un Ben oui, dossier, t'es pour moi, rendu ça peut loin. être bien avant la demande introductive, mais bien avant ça. Mhm. Il faut qu'il soit mûr, il faut que les protagonistes au conflit soient prêts à remettre en question leur position, bon. Puis ça peut se faire très, très rapidement en amont, où on veut vraiment intervenir très, très rapidement pour éviter que ça se cristallise comme les cas que tu m'as donné, comme les Mhm. couples, par exemple, sont sur Mhm. position. Mais parfois, c'est le fait d'être dans le processus, puis là, de voir les frais monter, puis de voir les délais augmenter, puis là, comprendre aussi qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Parfois, c'est à cette époque-là. Puis les études démontrent qu'il n'y a pas de temps. Puis ça ne peut pas être déterminé par le type de dossier. Ça peut pas. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir, d'insaisissable. Mhm. Mhm. Alors, et c'est ce que la difficulté, tu sais, tu me demanderais dans quel domaine, et tous les domaines sont là, puis il y en a qui sont exclus dans certains pays, puis ils sont inclus dans l'autre. Je veux dire, c'est tout et son contraire. Alors, c'est pas comme s'il y a des règles très claires. Mais aujourd'hui, là, où j'en suis dans ma réflexion, puis dans ma pratique, puis c'est pour ça que je fais les deux, ben, je serais plutôt d'avis que il faut que le consentement éclairé, là, puis l'idée de volontariat, là, c'est vraiment juridique. C'est vraiment des Ouais, juristes c'est qui pensent à ces affaires-là. Pas sûr jusqu'à quel point les gens. Tu sais, comment tu veux avoir un consentement éclairé si tu ne sais pas ce que c'est la médiation? Explique-moi ouais. ça. Tu sais, Non, c'est ça. bon, C'est impossible. puis Puis non. comme tu disais, c'est pas si dommageable que ça, parce que si vous allez en médiation puis que ça fonctionne pas, vous avez 50 ou 60 ou 70% des chances que ça fonctionne. Le taux, je sais pas quand c'est obligatoire. Et là, je pense que l'expérience va être intéressante avec les petites créances. Parce que dans les petites créances, et là, ça va l'air être assez ferme quand même que la médiation va être obligatoire. Je pense que ça va être un beau laboratoire québécois pour voir, ben voilà, dans ces dossiers-là, on a mis la médiation obligatoire, ça a réussi dans, je sais pas, 50, 60, 70% des cas. Puis le restant des cas, ben, ils ont maturé, ils ont évolué. Quand ils sont arrivés devant le juge, c'était peut-être plus rapide. Puis je sais qu'on peut encore offrir de la médiation rendue là, puis tout ça. Fait que ça va être vraiment un beau laboratoire. Parce que Ouais. moi, là, je te dirais, Marie-Claire, puis je t'entends, puis quand on s'en est parlé, je me suis dit, il faut qu'on moi aussi, ma pensée a évolué. Dans le sens que jamais, il y a 10 ans, j'aurais dit, oh non, c'est pas obligatoire, ça peut pas être obligatoire, c'est libre et volontaire, Aller c'est contre libre et nos valeurs. volontaire, c'est libre et volontaire. J'étais mindée à ça. Mais là, je suis en train, moi aussi, de changer d'idée. Puis je pense que tu m'amènes sur un dernier point, là, on va terminer Oui, la rencontre, oui. parce qu'à cause du temps. Le dernier point, tu l'as mentionné sans peut-être, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est un élément de réflexion, mais pour savoir si ça marche, là, il faut que ce soit un laboratoire. Puis un des enjeux qu'on a, de façon générale dans le monde, puis au Québec comme au Canada, c'est qu'on n'a pas de données. Ben, Alors, quand tu dis un laboratoire, il faudrait qu'il y ait vraiment une évaluation de ces dossiers-là, une évaluation réelle avec, puis de façon plus pérenne pour voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est la première, si on veut mesurer l'accès à la justice, ça nous prend des données. Et c'est un enjeu extrêmement difficile partout. Il y a toutes sortes d'explications à ça. Une, c'est que comme juriste, on n'est pas très doué à faire des entrevues, des enquêtes qualitatives et quantitatives. Ça ne fait pas partie de notre ADN, mais il faudrait le développer. Deux, il y a une certaine frilosité dans le milieu juridique de ne pas sortir c'est quoi les délais, combien de temps ça prend pour avoir combien ça coûte, des choses comme ça. Mais c'est sûr que là, c'est la chercheure qui parle, mais si on veut savoir si ça fonctionne ou pas, comment ça fonctionne ou non, il faudrait avoir des données.
faudrait avoir des données. Mm. Ouais, ouais. Empirique. Bon, ben écoute, je te remercie. Le temps est écoulé. C'était super intéressant. Merci à toi, On Céline. évite, je pense qu'on fait partie, en tout cas, il nous reste moi, en tout cas, il me reste au moins 10 ans de pratique. Je ne sais pas pour toi, Oui, mais c'est probablement sûr aussi. qu'on va être là, on va être aux premières loges, puis on pourra expérimenter tout ça et tout ça. Oui, Donc, puis se donner la oui, permission de changer d'idée aussi. oui, oui, tout De à pas fait. nécessairement voir les mêmes choses. Tu sais, je nous souhaite dans 5 ans de ne pas être les mêmes médiatrices aujourd'hui on l'est, tu sais, d'être différentes dans 5 ans avec plus d'expérience, Oui. plus de vécu, puis d'avoir le courage de se remettre en question. Puis que l'autre chose aussi, moi, ce que je nous souhaite, c'est d'avoir de plus en plus de médiateurs, avocats, médiateurs, parce que je pense qu'ils sont véritablement des bons ambassadeurs de la médiation. Mm. Une fois qu'ils la comprennent, une fois qu'ils l'ont expérimenté. Mais ça, encore là, Oui, on mais tu voit vois, que moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que j'aime beaucoup, beaucoup l'Institut pour la médiation et l'arbitrage du Québec, l'IMAC au Québec, oui, parce qu'ils ont 18 ordres professionnels et plein de monde qui n'ont pas qui sont pas des professionnels. Puis moi, je crois qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde parce qu'on a oui, des expertises, des perspectives différentes. Puis s'il y a une chose que je trouve intéressante, c'est un monde de la médiation qui est multidisciplinaire. Je pense que ce serait tout une à grande fait. force. Alors oui, les Oui, juristes, oui, les notaires, oui, les avocats, mais oui, les travailleurs sociaux, oui, les gens dans oui, la construction, les oui. agriculteurs, les restaurateurs, tu sais, Oui, je oui, oui, faut très que... certainement, mais les premiers contaminés, parce que ce sont ce que tu me dis, puis ce que les recherches disent, Oui, attention, c'est que c'est les juristes beaucoup qui veulent pas aller là. Donc, à quelque part, c'est oui, eux les premiers à convertir, en tout cas, à quelque part, à oui, oui. toucher, à aller chercher autrement, Tu as à raison, l'égard. mais ça, c'est encore un réflexe de juriste de penser que résoudre des conflits, c'est toujours par le droit. Oui, Hein? ben oui, c'est ça. Hey, mais là, on se Hey, quitte. merci beaucoup. Merci OK. énormément. Et puis, on se Merci à reparle. toi. On se reparle. Ça fait Merci à plaisir, toi. Céline. Merci. Bye. Bye.